Bonjour à toutes et à toutes, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer directement. Un grand merci pour l'invitation que vous m'avez faite et puis pour avoir organisé ce beau congrès dans ce bel endroit. Et puis c'est quand même les 30 ans du club, donc c'est un gros moment pour le club des cardiologues du sport. Donc comment optimiser la performance? Je n'ai pas trop compris la question. Si vous vouliez que je vous donne des conseils au niveau dopage, donc au niveau du cœur et des vaisseaux, à ma connaissance, j'en ai pas beaucoup. Par contre, il y en a peut-être une où on en reparlera après. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier concernant cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais parler essentiellement de l'endurance parce que le cœur, je ne dis pas qu'il est inutile pour tous les autres sports, mais c'est l'endurance que pour la performance, il a un rôle majeur. Et vous voyez tous les facteurs qui interviennent dans l'endurance de la performance. Et en particulier, on voit bien que le cœur et les vaisseaux ont un rôle important. Et je vais surtout axer mon discours sur la consommation maximale d'oxygène, puisque les deux grands facteurs de la performance dans l'endurance, je vous le rappelle, c'est VO2 max, mais c'est aussi bien sûr l'endurance, c'est-à-dire le pourcentage de VO2 max qu'on peut maintenir. Mais il y a bien d'autres facteurs qui interviennent. Alors d'abord, quand on parle de VO2 max, et ça sert aussi d'introduction pour les gens qui vont parler après moi, vous voyez, il y a trois facteurs qui interviennent, les poumons, le cœur, les vaisseaux, bien sûr, et puis le muscle et la mitochondrie. Et comme vous le voyez sur ce schéma, outre le fait qu'il y a de la couleur et que ça bouge, ça vous montre simplement que tout marche l'un avec l'autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un facteur qui ne va pas bien, les autres ne vont pas aller bien non plus. Et le pire, c'est quand il y en a un tout petit peu des trois, parce que c'est difficile à savoir qui domine. Bien sûr, n'oublions pas l'hémoglobine. Quand on parle en VO2 max, on se rappelle quand même d'une chose, c'est que l'équation de Fick nous dit que VO2 max, c'est le débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en oxygène. Gérard Lagrange nous a bien parlé de l'importance de la différence artério-veineuse en oxygène. Dans différence artério-veineuse, il y a bien sûr artère et veine, donc je vous en dirai un petit mot là-dessus. Et puis après, on peut remplacer débit cardiaque par les deux facteurs principaux de ce débit cardiaque, qui sont la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Alors je me suis amusé il y a quelques années à faire la revue de la littérature sur les facteurs modifiés par les paramètres de la VO2 max, ils sont modifiés par l'entraînement. Et là, je me suis axé surtout sur les facteurs cardiovasculaires. Donc, vous voyez que quand vous prenez la VO2 max, il y a trois groupes. Là, ici, vous avez donc les sujets qui ne sont pas entraînés, les sujets qui font un entraînement modéré pendant 2 mois, et puis les sportifs de haut niveau endurants. Et on voit bien sûr que VO2 max monte d'autant plus que je m'entraîne beaucoup. Le débit cardiaque, c'est la même chose, on va y revenir. Vous voyez que la fréquence cardiaque maximale ne change pas, elle a même plutôt tendance à baisser un petit peu quand je m'entraîne en endurance. Il peut y avoir un facteur qu'on assimile un petit peu à ce qu'on voit chez l'insuffisance cardiaque, un petit peu la down regulation, peut-être après que les bêta-récepteurs soient bombardés par les catécholamines. On voit le rôle du volume d'éjection systolique, je vais aussi y revenir. Un petit mot, la volémie, parce que ça c'est très mal connu, en réalité c'est pourtant essentiel. Oui, quand je m'entraîne, la volémie augmente. Et pourquoi elle augmente? Tout simplement parce que quand je m'entraîne, je vais libérer des hormones, en particulier les hormones qui favorisent la rétention d'eau, puisque souvent quand je m'entraîne en endurance, je me déshydrate et donc mon organisme va se trouver, l'homéostasie va être perturbée. Et donc comme on le voit ici, comme je vous l'ai montré ici, le sujet qui n'est pas entraîné s'entraîne, sa volémie va augmenter, son hématocrite va donc baisser, et puis quand il arrête de s'entraîner ici, on va retourner au volume cette volémie-là. Donc ça veut dire que déjà, non seulement mon débit cardiaque va augmenter, mais en plus j'ai une volémie qui est plus importante. Et puis la différence artério-veineuse qui est ici. Alors le cœur entraîné, il y avait un papier qu'on avait fait avec Julie Barbier il y a quelques années, en 2006, où on avait montré qu'il y avait une bonne relation entre la VO2 max en valeur absolue, millilitres par minute, par rapport à la masse ventriculaire gauche. Vous voyez qu'il y a une relation qui n'est pas négligeable parce que c'est un petit R à 0,71, c'est-à-dire qu'il y a presque 50% de la relation qui peut être expliquée par la masse ventriculaire gauche. Donc on voit le rôle du ventricule gauche. Alors ça me permet de vous rappeler quelque chose que vous savez tous, mais qu'on oublie parfois quand je vois les messages qui me sont adressés, c'est que le cœur d'athlète que vous voyez ici, ça c'est le non-athlète, ici c'est l'athlète, outre le fait que le cœur d'athlète bat plus lentement que le cœur de non-athlète, c'est surtout que quand on s'entraîne en endurance, on dilate les 4 cavités, et on hypertrophie très peu les parois. Et dans tous les cas, on garde quelque chose d'harmonieux. Donc on va donc avoir, dans le cœur d'athlète, quelque chose qui va l'aider à performer, puisque vous voyez que les 4 cavités vont être augmentées. Alors comment est-ce que ces 4 cavités sont augmentées? Maintenant, on y voit un tout petit peu plus clair, puisque quand on regarde ce qui se passe, je vous ai résumé de façon très simple ici l'hypertrophie physiologique. Le terme hypertrophique est totalement inapproprié, parce que normalement, hypertrophie, c'est les parois. Donc c'est le cœur plus gros, le cœur dilaté, si vous voulez, physiologique, et le cœur pathologique.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des voies de signalisation intracellulaire, il va y avoir des récepteurs, et dans le cœur physiologique, dans l'hypertrophie physiologique, c'est plutôt les récepteurs à l'IGF-1, et des mécanorécepteurs ici, qui vont être stimulés par l'exercice, qui vont prendre une voie de signalisation intracellulaire spécifique, et il va y avoir de la transcription, ce qui va modifier le cardiomyocyte. Alors que dans l'hypertrophie pathologique, c'est plutôt donc la surcharge barométrique comme l'hypertension artérielle ou le rétrécissement aortique. Et là, c'est des récepteurs à l'angiotensine 2 qui sont stimulés, une autre voie qui va être mise en route, et c'est donc une autre adaptation. Et ceci va aboutir à cette modification que je vous ai résumée. C'est vraiment quelque chose de très simple que j'ai fait. Un cardiomyocyte normal avec ses 4 coronaires ici, un petit peu de mitochondrie, un petit peu de fibrose ici, puis là des récepteurs, différents canaux que je ne vais pas avoir le temps de vous détailler. Et quand vous faites du sport, vous avez un cardiomyocyte qui est un peu plus gros, il y a plus de mitochondrie, il n'y a pas plus de fibrose, il y a beaucoup plus de vaisseaux autour, et puis il y a des récepteurs, des canaux qui vont être modifiés, voire augmentés ou diminués. Ça dépend des cas. Puis par contre, dans l'hypertrophie cardiaque pathologique, qu'est-ce que vous voyez? C'est un cardiomyocyte beaucoup plus gros, qui a toujours une seule mitochondrie, qui a beaucoup de fibrose et qui a toujours ses 4 coronaires, et par contre, pas de modification significative sur les différents canaux. Donc en fait, on a 2 choses totalement différentes, et tout ça, toutes ces modifications que vous voyez là, ce sont des modifications qui vont optimiser la performance à l'effort dans l'endurance. Alors le débit cardiaque lors d'un exercice dynamique maximal, je reviens un tout petit peu à ce que je vous ai montré au tout début. Au début, il faut quand même se rappeler, parce que des fois on l'oublie, et on est déçu quand on fait un écho cardiaque chez un sportif endurant. Un sportif endurant, au repos, il a un débit cardiaque de 5 litres par minute, comme tout le monde. Donc il ne faut pas lui demander d'avoir une fraction d'éjection de repos augmentée, puisqu'il n'en a pas besoin pour atteindre les 5 litres par minute, même si son cœur bat plus lentement. Donc vous voyez qu'à l'effort, le débit cardiaque de monsieur tout le monde, c'est 25 litres par minute. Un sportif explosif, c'est aux alentours de 28 litres minute. Et par contre, on change de monde quand on va dans l'endurance, parce qu'on est à 36 litres minute. Le maximum rapporté dans la littérature, c'est 40 litres minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on passe de 25 litres à 40 litres minute. Donc ça change quand même un petit peu tout. Et en fait, ce débit cardiaque, il ne dépend pas que de la fréquence cardiaque et de volume d'éjection systolique. Il dépend de la contractilité, il dépend de la précharge, et bien sûr, il y a la post-charge qui va s'y opposer. Donc on va voir très rapidement l'influence de l'entraînement en endurance sur ces différents paramètres. Alors quand on regarde déjà ce qui va se passer au niveau de la fréquence cardiaque, comme je vous l'ai dit, les non-entraînés, ils atteignent leur fréquence cardiaque maximale, les explosifs, c'est la même, et les endurances, c'est plutôt un petit peu plus bas. Et puis par contre, on voit que l'endurance favorise l'augmentation du volume d'éjection systolique. C'est vraiment là-dessus que le cœur d'athlète va pouvoir performer et atteindre les 36 litres ou 40 litres par minute, et non pas pour la fréquence cardiaque, puisque comme vous le voyez ici, l'évolution de cette fréquence cardiaque chez un sujet non entraîné en vert et endurant en rouge, eh bien vous voyez, outre le fait que l'endurant va aller à 20 à l'heure alors que le sujet non entraîné va aller à 14 à l'heure, eh bien le sportif, il va épargner sa fréquence cardiaque pendant tout l'effort et atteindre à peu près la même fréquence cardiaque maximale que le non sportif. Alors, est-ce que c'est intéressant d'épargner la fréquence cardiaque? C'est très intéressant, puisque si vous voyez sur ce papier qui avait été fait sur le chien en 2004, un joli papier, où on avait mis en relation la fréquence cardiaque, donc c'était des chiens qui étaient stimulés, et puis la consommation myocardique en oxygène. Et vous voyez la parfaite relation, plus votre cœur bat vite, plus vous avez une consommation myocardique d'oxygène qui va être élevée. Donc, diminuer d'un battement, vous diminuez de façon très importante votre consommation myocardique d'oxygène. Et c'est prouvé là sur un papier fait chez l'homme par Keul, qui est une équipe allemande, en 82. Vous avez donc des sujets contrôle, ce sont les sujets qui vont être, c'est l'inverse, je me suis trompé, excusez-moi, les contrôles, ce sont les sujets, les cercles noirs, les endurances, ce sont les cercles blancs, et vous allez voir pourquoi, tout simplement, parce que quand je m'entraîne, vous avez donc la consommation myocardique au repos qui n'est pas différente dans les deux groupes. Quand j'augmente ma fréquence cardiaque par stimulation à 150 battements par minute, voyez la consommation myocardique des sujets contrôle, alors que les sujets endurance, c'est là. Donc non seulement quand je gagne en battant moins vite, mais deuxièmement, pour la même fréquence cardiaque, le sportif endurant va consommer moins d'oxygène au niveau myocardique. Et c'est pour ça que peut-être un des facteurs qui pourrait aider
le cœur, je ne sais pas si ça a été utilisé, eh bien c'est le seul bradycardisant pur que l'on connaisse, c'est l'ivabradine, qui ralentit la fréquence cardiaque. Donc, de mon point de vue physiologiste, eh bien, m'entraîner sous ivabradine épargne le travail de mon cœur. Par contre, je peux faire travailler énormément mes muscles squelettiques, et ça aurait pu être bénéfique. Est-ce que ça a été fait? Je ne peux pas vous le dire, mais je pense que certains l'ont essayé. Alors maintenant, voyons le volume d'éjection systolique. Donc ça, c'est un travail qu'avait fait Audrey Jeanne dans notre équipe en 2004, tout simplement parce qu'on s'était rendu compte que chez 20 cyclistes qui avaient une VO2 max supérieure à 75 millilitres minute kilo, donc ce qui est quand même pas mal comme niveau de performance, eh bien on voyait que lors de l'épreuve d'effort avec l'analyse des échanges gazeux, on avait le volume, le pouls d'oxygène qui augmentait jusqu'en haut pour certains, et puis d'autres, le pouls d'oxygène plafonné, voire baissé un tout petit peu. Donc je lui ai dit, ce serait bien que tu leur fasses un écho d'effort et qu'on regarde pourquoi, est-ce que ça explique. Eh bien, elle a montré très bien qu'effectivement, on avait deux groupes de sportifs de volume d'éjection systolique d'évolution à l'effort. Ça, c'était le groupe contrôle non entraîné. Le volume d'éjection systolique augmente toujours à partir jusqu'à peu près le premier seuil ventilatoire, puis plafonne. Et là, parmi les cyclistes, vous en aviez qui avaient exactement la même courbe, sauf qu'ils étaient plus hauts en permanence, mais au repos bien sûr, puisque leur cœur battait plus lentement. Et puis on voit que là, ça avait tendance à plafonner. Et puis vous aviez les autres qui, eux, étaient capables d'augmenter jusqu'à la fréquence cardiaque maximale leur volume d'éjection systolique. Et pourtant, ils avaient la même VO2 max, tout simplement parce que ceux-là compensaient par une différence artério-veineuse plus élevée en réalité. Donc le top du top, en réalité, on n'en avait pas ce jour-là, mais c'est ceux qui ont peut-être 85 millilitres minute kilo, c'est de monter jusque-là et d'avoir la même différence artério-veineuse que ceux-là. Mais dans ce groupe-là, on ne les avait pas trouvés. Mais on voit donc qu'il y a deux possibilités, peut-être par des prédispositions génétiques, je ne peux pas vous répondre, d'augmenter son volume d'éjection systolique. Alors quand j'augmente mon volume d'éjection systolique, j'ai deux paramètres qui interviennent, le volume télédiastolique, et on retrouve notre précharge de tout à l'heure. Alors le volume télédiastolique, eh bien quand on regarde, et ça c'est un papier très élégant d'une équipe allemande, pourquoi très élégant? Parce qu'on a comparé le volume télédiastolique des non-entraînés et des athlètes à la même fréquence cardiaque. Donc ça nous montre bien l'effet simple de la compliance essentiellement. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que chez les athlètes, ils augmentent le volume télédiastolique beaucoup. Après, ils baissent un petit peu peut-être parce que la fréquence cardiaque devient un peu trop élevée pour que le cœur se remplisse bien. Ils n'étaient sûrement pas avec la meilleure compliance, mais vous voyez, ça reste quand même supérieur au repos. Et puis surtout, ce que l'on voit, et ça c'est très impressionnant, c'est que vous avez donc en rouge des athlètes endurants et en vert des contrôles. Et on regarde, en leur augmentant le volume télédiastolique ventriculaire gauche, en leur faisant des perfusions, l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire, et vous voyez que le sportif, il va monter jusqu'à 240 millilitres, il n'augmente pratiquement pas sa pression. Ce qui montre que le cœur du sportif se remplit énormément, mais tout en restant compliant. Il n'augmente pas la pression, alors que regardez le non-entraîné, dès que vous lui augmentez un petit peu, il augmente sa pression. Donc on a un cœur chez le sportif qui va être très compliant, qui va avoir un volume télédiastolique très élevé. Pourquoi? Parce qu'il a une meilleure dilatation cavitaire, il a une meilleure compliance ventriculaire à l'effort, et un des facteurs, c'est qu'il n'a pas de fibrose. Or, la fibrose, ça diminue la compliance, donc l'athlète se dilate sans fibrose, et puis il y a d'autres facteurs qui interviennent, et surtout, il a un retour veineux accru, et on va en reparler un petit peu plus loin. Et puis vous avez le deuxième paramètre qui est le volume télésystolique, donc toujours la même équipe, et là vous voyez la diminution du volume télésystolique à l'effort, tout simplement parce qu'il y a la loi de Frank Starling au début qui intervient, puis après le premier seuil ventilatoire, vous avez les catécholamines qui interviennent, donc la contractilité qui augmente, et on voit que les athlètes c'est à peu près pareil, sauf que la pente est plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a manifestement, surtout à partir du premier seuil ventilatoire, une augmentation de la contractilité chez le cœur entraîné, c'est-à-dire que le cœur entraîné répondrait plus à aux catécholamines. Donc les facteurs favorisants, bon, c'est le mécanisme de Frank Starling qui est plus net, puisque mon cœur se remplit plus, la fibre est plus étirée, donc la fibre va plus se contracter après. Après, petite hypothèse, c'est la croissance longitudinale des myofibrilles. Ben, tout simplement, vous avez peut-être remarqué, quand je vous ai montré le cœur d'athlète, il garde la même forme, une forme à ballon de rugby que le cœur de non-entraîné, alors que le cœur d'un suivant cardiaque, il a un cœur globuleux. Hein. Et donc, vous allez avoir le fait d'avoir la myofibrille et l'allongement longitudinal et améliore la contractilité. Et puis, vous avez l'hypersensibilité adrénergique. Alors, les vaisseaux, on vous l'a dit aussi tout à l'heure, les cardiologues oublient toujours les vaisseaux. Pourtant, il faut bien se rendre compte, quand j'envoie 36 litres par minute de débit cardiaque, il faut que mes vaisseaux, ils acceptent de les recevoir. Hein. Prenez une pompe
qui passe de 5 litres à 100 litres par minute avec des tuyaux parfaitement rigides, ça va poser des problèmes. Donc, on l'avait montré, ça avait été montré pourtant qu'en 91, si vous faites la relation consommation maximale d'oxygène, conductance maximale vasculaire dans le mollet, vous avez une parfaite relation entre les deux. Plus VO2 max est élevé, plus grande est la conductance. Et on le retrouve au niveau de l'aorte, puisque quand vous regardez au niveau de l'aorte, vous voyez que la taille de l'aorte, que ce soit au niveau de la taille maximale et puis plutôt l'aorte ascendante et l'aorte descendante, eh bien vous voyez qu'il y a une taille qui est plus élevée chez les sportifs entraînés que chez les sédentaires. Et puis la compliance est aussi augmentée, la compliance aortique, ainsi que la distensibilité. Donc ceci est important parce qu'on voit qu'on a chez les sportifs une amélioration de la relation compliance-volume d'éjection systolique, tant mieux, puisque j'éjecte plus de sang, mais la compliance le tolère bien dans l'aorte. Et puis, on a aussi la relation compliance-fréquence cardiaque qui est améliorée. Donc l'aorte de l'endurant, elle est dilatée, elle est plus compliante, elle a une meilleure distensibilité, et c'est tout bénéfice parce que ça veut dire que quand j'éjecte un grand volume d'éjection systolique, eh bien, la pulsatilité est mieux amortie et j'ai un moindre stress sur la paroi aortique. Donc on voit tous ces bénéfices. Alors on peut retrouver la même chose sur les artères fémorales. C'est amusant de voir qu'il y a une relation entre le ventricule gauche, le diamètre ventriculaire gauche, et le diamètre de l'artère fémorale chez les sportifs endurants. Donc alors que les explosifs, on va les retrouver plutôt intermédiaires. Et puis la fonction, je vois que quand j'injecte de l'acétylcholine, chez les sujets non entraînés, eh bien, il y a une dilatation qui apparaît mais qui se stabilise très tôt, alors que chez les sujets entraînés, il y a une fonction artérielle qui est améliorée. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut vérifier le couplage ventriculo-artériel. Donc je vous rappelle un tout petit peu les bases de la physiologie. Quand vous faites une courbe débit-volume, vous pouvez regarder deux paramètres, c'est-à-dire la droite qui va joindre le point de pression, la pression télésystolique ici et la pression télédiastolique, et ça vous reflète l'élastance artérielle, la pente de cette courbe, de cette droite rouge. Et puis par contre, vous avez ici la pente de la droite au niveau de la pression télésystolique, vous voyez, qui va se mettre là. Le rapport de cette pente-là sur cette pente-là, EA sur ETS, c'est l'interaction entre le ventricule gauche et l'ensemble du système artériel. Et donc, cette compliance artérielle, elle est d'autant meilleure que le rapport est faible, bien évidemment. Et pendant l'effort, quand vous faites un exercice, elle va baisser cette compliance artérielle et ceci va persister après l'exercice. Alors, ce qui a été montré, c'est que vous avez aussi une relation entre VO2 max et le couplage. Donc, vous voyez, plus je suis entraîné, plus ma compliance, meilleure va être ma compliance. Donc, on a bien la relation entre cœur et artère chez les sportifs. Enfin, et on les oublie encore plus, ce sont les veines. Et rappelez-vous, je vous ai dit en introduction dans le volume télédiastolique, le rôle du retour veineux. Alors, si on prend très rapidement ici d'un groupe non entraîné, un groupe d'endurants, on regarde le volume, donc la capacitance des veines et la compliance. Et vous voyez que dans les deux cas, en noir, ce sont les sujets jeunes, en blanc, ce sont les sujets âgés. Eh bien, chez les endurants, regardez la capacitance veineuse, qu'on soit jeune ou âgé, et la compliance qui est beaucoup plus élevée aussi. Donc, j'ai des veines qui ont amélioré par l'entraînement ces capacités. Donc, si on essaye de conclure, se rappeler qu'il n'y a pas que le cœur en cardiologie, il y a aussi les vaisseaux. Et c'est pareil chez l'athlète, il n'y a pas que le cœur d'athlète, il y a aussi les vaisseaux d'athlète. Et quand on s'entraîne, on va avoir des adaptations morphologiques et structurelles qui vont participer beaucoup à l'amélioration de VO2 max. Un petit bémol, si je ne vous ai pas du tout parlé de la circulation pulmonaire, pourquoi ? Parce qu'il semblerait que la circulation pulmonaire ne s'adapte pas beaucoup à l'entraînement, c'est-à-dire que l'entraînement ne change pas beaucoup la circulation pulmonaire, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Au repos, rappelez-vous d'une chose, c'est que vous voyez que les adaptations morphologiques, sauf pour la fréquence cardiaque qui va baisser beaucoup au repos, et que si vous voulez regarder si un sportif est capable de répondre à l'effort, vous devez faire un écho d'effort, et c'est là que vous verrez toutes les capacités. Enfin, ces adaptations, leur importance dépend du patrimoine génétique et aussi des réponses aux perturbations hémodynamiques et neuro-hormonales imposées par l'endurance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci François pour ce topo très éthique, parce qu'effectivement on a tout compris sur l'adaptation du cœur et des vaisseaux. On n'a pas parlé dopage, tu nous as pas dit comment augmenter le nombre de mitochondries dans nos myocytes, donc on est resté très correct. On a le temps pour une question dans l'assistance. Oui.
Alors, oui, on reste toujours en dessous de 45 mm. Aujourd'hui, quand on prend les papiers, le sport ne dilate pas l'aorte de façon significative. C'est-à-dire que si vous comparez un groupe, il y a des papiers qui vous montrent qu'il y a une petite dilatation, on est plutôt entre 35 et 40. Le seuil, c'est 40 mm. Au-delà, ce n'est pas le sport. Il y a une dernière question. Au niveau physiologie, on dit souvent que la ventilation n'est pas le facteur limitant de la performance, mais chez l'athlète très entraîné, on dit parfois qu'il est limité par les poumons, la réserve ventilatoire est parfois nulle. Est-ce que pour ces athlètes-là, donc qui se sentent limités par leurs poumons, qui ont une réserve Moi, j'ai l'habitude de dire que si je prends la littérature, mais ce sera sûrement abordé après, ce qui limite monsieur tout le monde, c'est les muscles squelettiques. D'ailleurs, c'est pour ça que 220 moilages, pourquoi les sportifs pourquoi monsieur tout le monde s'arrête à 220 moilages? Parce qu'il a mal aux jambes. Pas parce qu'il est au maximum de sa fréquence cardiaque sur le vélo. Vous prenez des cyclotouristes de 65 ans, ils ne s'arrêtent pas à 220 moilages. Ils sont beaucoup bien au-dessus, donc ce n'est pas leurs jambes. Donc le sport, monsieur tout le monde, c'est les muscles. Le sportif moyennement entraîné, c'est le cœur. Et le sportif de très haut niveau, les poumons ont un rôle important. Justement, parce que la question qui revient dans les sportifs de plus haut niveau, c'est est-ce qu'il y a la place pour des entraînements, par exemple, de tolérance à l'hypoxie, d'apnée prolongée en natation, pour essayer de jouer sur cette composante pulmonaire qui est plus génétique, justement, et qui s'adapte peu, en tout cas, au niveau comme il doit y avoir, je pense, les poumons vont être abordés. Non? Ah bon. Alors, je sais pas tout. Si, j'ai pas bien peut-être compris votre question, mais est-ce que ça vaut la peine de s'entraîner plutôt en hypoxie, ces choses-là? Oui, parce que finalement, l'athlète de plus haut niveau, il va être limité par ses poumons, et donc le message, c'est est-ce qu'il y a des types d'entraînement, vu que le sujet c'est la performance, donc est-ce qu'il y a des Sauf que chez l'endurance, l'impression qu'on a, c'est que s'ils sont limités au niveau pulmonaire, c'est plus par le phénomène d'hyperréactivité bronchique, donc de spasme qui peut apparaître. Parce que quand vous entraînez en hypoxie, vous n'avez pas tellement d'effets sur vos poumons, vous avez des effets sur les muscles périphériques, puisque vous allez, pendant le temps d'hypoxie, ça se fait, il y a eu des papiers qui ont montré, pas même dans votre fractionné, si vous faites du fractionné, vous pouvez faire du fractionné court et en hypoxie. Vous ne respirez pas pendant ce temps-là. Et ça a un effet sur les protéines de choc, etc., mais c'est périphérique. Mais à ma connaissance, je n'ai pas d'effet de l'entraînement qui modifie sur la circulation pulmonaire, ni sur les phénomènes d'alvéoles, etc. Donc je ne pense pas. Juste un petit mot. Moi, j'ai passé 15 ans avec les rameurs. Je n'ai jamais entendu un rameur me dire « je suis essoufflé ». Ça n'existe pas. Donc la limite ventilatoire à l'effort à haut niveau, elle n'est pas ventilatoire. C'est ailleurs, c'est autre chose, c'est pas le poumon. Le poumon, il reste 10, 15, 20 litres de réserve en règle générale. On est sur des problèmes de fréquence respiratoire, on n'est pas sur une limite endémique. Le sportif de haut niveau n'est pas essoufflé. Alors, je tempère un tout petit peu tes propos dans le sens où, quand j'ai dit que c'était les poumons, c'est le nombre, on est aujourd'hui chez les endurants. Je ne mets pas les rameurs dedans parce que les rameurs sont sûrement les plus gros moteurs globaux de VO2 max, mais c'est sûrement pas avec leurs poumons. Moi, je parle du skieur de fond, je parle du triathlète, je parle du cycliste qui vont faire 4 heures, 5 heures, 6 heures à 150 litres par minute, etc. de ventilation. Donc, eux, ils abîmeraient leur... Et c'est là qu'ils s'arrêtent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que peut-être c'est le facteur limitant. Parce que je veux dire, il y a un bronchospasme qui apparaîtrait. Parce qu'aujourd'hui, je discutais avec Xavier Bigard, le médecin de l'UCI actuellement, il me dit, on tourne pratiquement à 70% de cyclistes qui ont des hyperréactivités bronchiques, actuellement. Donc, d'où l'idée, alors en fait, ce n'est pas les poumons, ce serait plutôt le système de tuyauterie pulmonaire. Merci beaucoup François. On va appeler Arnaud Hez pour